Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de vous joindre à nous pour un nouveau numéro de votre émission culturelle Mon patrimoine, ma richesse, émission sponsorisée par l'association Mewironto au seuil du peuple noir. En 2001, le Jean Oral Guélédé fut inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Dès lors, cette culture très importante pour les populations Yoruba de l'Est et du centre du Bénin connut une revitalisation extraordinaire. C'est l'histoire que nous allons vous raconter à travers ce documentaire que nous vous proposons dans ce numéro de votre émission Mon patrimoine, ma richesse. À la suite de ce documentaire, nous allons recevoir sur ce plateau Madame Rachida de Souza, professeure d'université à la retraite, socio-anthropologue et aussi membre de l'Association internationale du Guélédé qui, entre 2000 et 2001, a participé à l'inscription de ce patrimoine sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Dans la dernière rubrique, nous allons vous raconter la grande histoire de la création de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, qui milite depuis 1945 pour que l'humanité ne perde pas sa mémoire. Mais tout de suite, suivons le reportage. L'étymologie du mot Guélédé, ça a suscité plusieurs interprétations. Il y en a qui décomposent, qui parlent de gué, qui signifie entretenir avec soin, et elle qui est le sexe féminin. Donc pour certains auteurs ou bien certaines personnes, c'est l'entretien avec soin du sexe féminin. Le Guélédé représente l'une des plus importantes expressions culturelles yoruba et est dansé au Bénin, à Kétou, Tchabé, Sakete, Koubé, Egbado, et etc. Kétou était la capitale de tout le royaume. Donc le royaume s'étendait jusqu'à Abeokuta. Toutes les localités comme Imeko, Igua, tout ça là, Idjouala Kétou, on les appelait dans notre jargon ici, Idjouala Kétou. Ça veut dire que c'est des chefferies qui étaient sous le roi de Kétou. C'est dans ces chefferies-là que, pour le moment, nous voyons que le Guélédé est parti. Je veux nommer Ilobi. Au départ, ce n'était pas Guélédé, on l'appelle cette danse-là. On l'appelait Oloku Adjaro Koto. Dans ce village Ilobi, il y avait un étranger, il n'était même pas né, il n'était pas de Ilobi. Et il était arrivé, et puis, bon, au clair de lune, ou bien en saison sèche, lors des distractions, il regroupait des enfants
Et il mettait des coquilles d'escargot au pied. Il a cherché un genre de calebasse qu'il a trouvé. Il mettait ça pour cacher le visage. Et il se faisait suivre des enfants. Et il dansait Oloku, Adjaro Koto. Pendant qu'il marche, les coquilles d'escargot donnaient des sons. Et Adjaro Koto, là, c'est le son qui sortait du frottement entre les coquilles d'escargot. Donc ça amusait seulement tout le monde. Guélédé, c'est de Kétou, que c'est parti ailleurs, c'est parti à Savè, avec surtout la présence du révérend Père Moulero à Savè. Ça a été développé, il a accompagné en tant qu'un élément culturel, pas culturel. C'est parti dans plusieurs localités du Bénin, à Corbeil, il y en a, à Gonlé, il y en a, au Togo, il y a des gens avec les immigrations, là, ils développent le Guélédé. Au Nigeria, il y en a beaucoup. Et en dehors de l'Afrique, à Bahia, au Brésil, bon, on danse Guélédé. Tout Yoruba n'est pas détenteur automatique de Guélédé. Ceux qui peuvent se dire c'est notre chose, c'est ceux qui sont nés dedans ou ceux qui se sont fait initier à la chose. Dès que vous êtes initié, vous êtes les mêmes, même si vous n'êtes pas de la famille. Dès qu'ils sont déjà d'accord de vous initier à la chose, ça veut dire qu'on vous donne tout le pouvoir. Avant qu'on ne vous initie aussi, on interroge le Fa. On interroge le Fa. Est-ce que celui-là, il va faire grandir, il va continuer par protéger, est-ce que nous le protégeons? Et lorsque le Fa les rassure, automatiquement. Celui qui pratique le Guélédé ne peut plus pratiquer le Egon. Et celui qui pratique le Guélédé, le Egon, ne peut plus aller dans le couvent de Oro et dire qu'il veut. Automatiquement, il est éliminé. C'est comme si tu fais le zélé. C'est toi seul qui sais faire. Il faut laisser d'autres pratiquer ce qu'ils sont en train de faire et toi, tu t'occupes de ce que tu as choisi. C'est des sociétés secrètes à l'origine. Et dans ces sociétés secrètes, on ne permet pas n'importe. Si vous n'êtes pas initié, vous n'avez pas accès. Et dès que vous cherchez à percer, alors qu'on ne vous a pas donné l'autorisation, allez, vous périssez. Guélédé sort et dans la journée et dans la nuit. Le jour, pour des animations. Quand on veut venir danser à Cotonou, faire du spectacle, il n'y a pas de problème là. Vous venez, puis bon, vous faites, puis c'est fini là. Mais quand c'est quelqu'un des localités où Guélédé est culturel, il demande l'autorisation d'abord avant de venir. Et quand il repart, il doit dire « je suis bien revenu ».
il doit aller redanser. Ce qu'il a fait ici, là, il doit repartir là-bas. Très souvent, c'est lorsqu'on construit le phare exige à ce qu'on organise la danse nocturne de Guélédé. Automatiquement, c'est fait. Quelles que soient les circonstances, on s'arrange pour le faire. Peut-être c'est pour épargner un danger, peut-être c'est parce qu'il ne pleut pas, ou bien peut-être c'est parce qu'il y a une épidémie qui est annoncée et c'est la force de nos moments la seule qui peut reculer ça. Et rapidement, on organise. Il y a beaucoup de rituels, il y a beaucoup de cérémonies dans la nuit et il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Souvent dans le Guélédé, c'est les femmes, Yamion, nos mamans. C'est ça qu'on évoque. Et on doit rigoureusement les évoquer avant de sortir, sinon ça ne marche pas. Vous devez être initié. Nécessairement, pour vous dire, les vieilles, c'est comme ça là, comme ça on fait, comme ça on fait, parce que vous avez besoin de l'assistance des autres groupes, le groupe des gris-grisseurs, la responsable des mères, pour ne pas dire sorcières, parce que c'est pas tout. Le mauvais côté ne doit pas être appliqué quand vous voulez solliciter, qu'on vous accompagne. Vous devez connaître tout cela et savoir les mots qu'il faut. Quand vous prenez ce masque-là, il y a plusieurs communications là. Les couleurs ont des significations. Les objets qui sont là-dessus, c'est des communications. Parce que quand vous voyez par exemple la lune, là, ça signifie que bon, tout ce qui est obscur là disparaît, tout ce qui est mauvais s'éloigne. Quand vous prenez un oiseau, ça c'est une représentation des mers. Parfois, c'est peut-être le chat ou bien le lion qu'on met là. Parfois, vous voyez, couteau, tout ça là a une signification. Les couleurs. Quand vous prenez les couleurs, c'est pour représenter les divinités. A priori, on pense que c'est juste l'esthétique. Quand vous prenez le noir, quand on rentre dans le monde de la sorcellerie, il y a le blanc, le noir, le rouge. Et tout est représenté là, c'est pour dire que c'est un ensemble de divinités. Et le rouge, également, traduit la présence de Ogun ou de Tchango. Et quand vous avez le marron, par exemple, ça, c'est un ensemble d'ailleurs qui ne se manifeste pas, mais qui se retrouve quelque part dans les groupes qu'on ne peut pas ignorer. Au niveau du marron, là, toujours, vous avez les génies des buts qui sont représentés. Quand on prend le vert, on parle
de l'agriculture, ou bien c'est pas ça. C'est les génies des arbres qui sont représentés là. Et avant que FR ne sorte, dans la journée, toutes ces divinités sont déjà évoquées à l'autel pour dire nous avons telle chose, venez nous accompagner. Le tam-tam invite les ancêtres, les fétiches, les divinités là, pour dire ça y est, venez, venez. Ni idagledeo ina to agbo bodun we sagun wa we na ton ina do yi we na ki kan be fi te home de we mi ja sa to de te we na do fi le we ja nu ho gbe o fi le yi kaka na wa ho isame bi no wa ho Ewa koyo ina de un mi de un ina wa isato o mele koku do mi mefi gbogbo fi boko bele de okunle na mla imebi me de ko bele de obo je home ko ma se so le wa hun okunle a ina le mla imebi mi mla yo mi na mla bodu ya mi ya mla bodu ya mi ha mewe mi nodo ina le bido Ina le bido hameno ina wa yo nonu ni ton akobile ina le mina de mi ina le bido ham ina ton bodun de no era gbagba bodun de no abo mi o e ana la ngende Odun lo po bli bli mo wa Itan bodun ni o minaton ise ewe Minaton bodun de ti ro dana la mi o we da lo Kami orang pun orang tak. Ya, aku ini film mana tahu bodun dia nak ada apa? Lekbar nawa, tewai di sana home. Tuh home lalai naja ni betul. Le rupuru wai rupuru na wai dogo na wai obodun de na yoro we yo mi okere no nta bono yin e na wa bodun lo no so ide so dara no yoro so e no wa kumedia bodun le ru wai o click na wa ena hon agbogbo na wa e da ho de Ono toto ewa yanawa yawawa fenawa choni fe kanawa tetele na to wa we ona ha pande ya bona wa ewa bole ko bo yo we na dida gbanda ho mo na ife mo na wa Idabo do le mi no blo ni padà mla me holeo kaka bodun le bidio ina le blo poro tezemo ya bleno minado no ko e buru hanji e buru tole mlando to de bodo mi goleo mina yo e muna da value eton ni mi ado eni ole o bodun de tin bo e de o lo si we no yo e lo dile na hen ganu dile na hen no teme alopale e de na wa jenu ko e de wa jenu ko na ho
Bon, pour tout le monde, le soulève là. Et on a l'île pas bon, et on a beaucoup. Et on a connu. Et on a connu à où les n'a pas fait. À où témétémélé. À où des tu vas voir une canne, des tu vas voir une boîte, on va dire du la chaîne, du le vin. La chaîne elle pour tout le monde qui vit sur là, pour tout le monde d'aller. Et wa cliquer na wa. Cliquer wa. Pour tout le monde pour nous là, quelque part. Et là, il y a quelque chose. C'est des choses. Et qu'on nous Il n'y a plus de Guélédé à Ilobi. Parce qu'avec les migrations, on nous a parlé là des missionnaires qui étaient à Ilobi en son temps et qui ont dit là, ça là, c'est culturel, c'est le fétiche et qu'il ne faut pas en faire. Et là, ils ont pu gagner la confiance des populations d'alors qui aujourd'hui ont besoin de Kétou pour réimplanter, relancer Guélédé dans ce milieu. Le Guélédé, ce n'est plus seulement notre chose, c'est devenu un patrimoine mondial. C'est pour tout le monde entier aujourd'hui. Mais comment faire pour ne pas être des restes? Donc on ne reste pas là à crier seulement. Nous sommes les premiers, nous sommes les premiers. Vous êtes les premiers, qu'est-ce que vous faites? Vous faites grandir votre chose. Mes chers frères, mes chers grands frères, mes chers jeunes frères, je vous demande pardon. S'il y a un couvent où il n'y a pas de jeunes, les secrets de ce couvent-là ne vont pas se pérenniser. Levons-nous, unissons-nous, regroupons-nous, même s'il faut cotiser. 1 plus 1 égale à 2. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau où nous accueillons Madame Rachida de Souza, socio-anthropologue, professeure à l'université à la retraite et aussi membre de l'Association internationale du Guélédé qui a porté le dossier auprès de l'UNESCO pour que le genre Guélédé soit inscrit sur la liste du patrimoine de l'humanité. Bonsoir, Madame de Souza. Bonsoir, Mademoiselle Adé. Bonsoir, Madame de Souza. Bonsoir, Mademoiselle Noélie. Alors, la première question que nous allons vous poser, c'est de comprendre quelle est l'origine du Guélédé et quelle est géographique couverte par ce patrimoine-là. On va commencer par l'ère géographique qui est beaucoup moins complexe. Donc, l'ère géographique, il y a principalement 3 pays. Les 3 pays qui ont porté l'inscription auprès de l'UNESCO, du patrimoine oral de l'humanité. Il y a le Bénin notamment Kétou, tout l'axe donc ouest qui part de Kétou et qui descend jusqu'à Dagbe, Banigbe, Porto Nouveau, qui remonte à Save, Kilibo Banté et qui fait un petit crochet un peu plus haut vers Manigri. Nous avons le Togo, vers le nord Togo à Kamboli. Et nous passons au Nigeria où cette ère couvre pratiquement l'ère Yoruba. L'ère Yoruba qui a plus de 30 millions d'habitants et qui est pratiquée dans beaucoup donc, de communautés agraires et aussi même jusqu'à Lagos. Et donc, quelle est l'origine de ce patrimoine alors? Alors, l'origine de ce patrimoine, d'abord, ça appartient. C'est un patrimoine identitaire des Yoruba, que nous appelons ici au Bénin Yoruba Nago. C'est un condensé de leur culture. Son origine, elle est très variée. Hein. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'origine mystique et l'origine historique. L'origine mythique qui nous renvoie, par exemple, à certains odous du Fa,
comme l'Odou de Osameji, qui raconte un peu comment Olodumare a donné ce pouvoir aux femmes. Et nous avons l'origine historique qui est plus ou moins variable selon les chercheurs, selon les régions, etc., et qui attribue, mais qui revient toujours à une origine de Ketu. Bon, je vous donnerai celle du révérend père de feu, révérend père Molero, qu'il a recueilli donc auprès des détenteurs de tradition, qui disait que l'un des rois avait 2 enfants jumeaux, et à sa mort, ces 2 enfants briguaient le poste. Et évidemment, ils étaient en conflit, et l'un des frères donc s'est sauvé dans la brousse, et l'autre est resté avec ses partisans à Ketu. L'autre, étant en danger, a conçu un masque en calebasse qu'il a posé sur un tronc, et il a fabriqué un costume de coquillage. Et quand ces agresseurs, donc menés par son frère, sont venus, il a fait du bruit, et semble-t-il, donc ces agresseurs se sont sauvés et ont quitté donc ce lieu, et il a pu maintenant entrer à Ketu et prendre le pouvoir. Ça, c'est l'une des versions que feu révérend père Molero, qui, comme vous le savez, a vécu beaucoup à Saveille, et puis il est originaire de Ketu, rapporte. Maintenant, il y en a d'autres. Hein. Il y a les versions de Thompson, il y a les versions de Babatunde, etc. Babatunde étant l'un des meilleurs chercheurs et des grands chercheurs Yoruba, nigérians, qui a rapporté dans un livre qui est presque encyclopédique sur le Guélédé. Comment s'expriment les différents brassages culturels de ce patrimoine? Il est d'abord pratiqué par ses propres détenteurs, c'est-à-dire ses locuteurs, puisque c'est une tradition orale qui porte sur des savoirs, sur des rituels, sur des connaissances artistiques, sur des technologies traditionnelles qui sont propres à la société Yoruba. Et donc ce sont eux d'abord les premiers, je dirais, usagers et porteurs de ce patrimoine. Maintenant, il y a eu des influences. Bon, un cas patent, par exemple, nous allons prendre celui de Kovay, avec Agonli, et tous les villages environnants, comme Sagon, par exemple, où il y a eu une sorte de melting pot, de métissage au niveau de la pratique. Mais les rituels sont toujours chantés en langue yoruba. Ils sont toujours portés en langue yoruba. Mais par contre, la création au niveau de la sculpture, qui est très développée, qui est très belle dans cette région, elle est portée par des mahris. Donc il y a eu cette synchronisation à la fois entre les mahris et les yoruba, qui partagent un peu cette pratique. Bien sûr, les Yoruba étant les principaux détenteurs autochtones de ce patrimoine. Pourquoi avoir choisi d'inscrire le Guélédé sur la liste du patrimoine de l'humanité? Et quel est le résultat de cette inscription-là aujourd'hui? Bon, le Guélédé est une tradition très importante, très importante. Il y a beaucoup de traditions au Bénin. Selon les régions, il y a certaines qui méritent d'être inscrites. Bon, le hasard a voulu que les personnes qui se sont intéressées à cette valorisation de patrimoine étaient en majorité d'origine Yoruba-Nago. Personnellement, je travaillais depuis longtemps là-dessus, et bon, le contact s'est fait. Et on a pu travailler. C'était plus difficile de travailler sur Oro ou sur Egungun, par exemple, qui est un patrimoine très très riche, mais très difficile d'accès, et qui a une tradition qui est pratiquement silencieuse et secrète. Bon. C'est ça qui a fait qu'on est allé un peu vers le Guélédé. Le Guélédé est très passionnant dans le sens où nous, quand on a inscrit, on a travaillé les années 2000-2001. On est sorti des années, si vous vous souvenez, vous êtes jeune, les années 80-90, c'est des années où les femmes se mobilisaient, les femmes revendiquaient un certain nombre de pouvoirs, un certain nombre de droits. Et on disait toujours, les Africaines, elles sont soumises, elles sont toujours guidées, menées. Or, c'est faux, parce que quand on va dans une tradition comme celle du Guélédé, on se rend compte que les femmes ont un pouvoir immense, un contre-pouvoir, mais je dirais un contre-pouvoir silencieux, qui s'exerce dans l'ombre,
qui est réel, qui est effectif, mais c'est les hommes qui, sur la place publique, le dansent et apparemment le dirigent. Quand vous prenez un Egbe Gelede, il y a toujours Iyalache, c'est elle qui est la pièce motrice, et il y a Babalache. Mais Babalache ne peut rien faire sans Iyalache. Et donc c'était quand même quelque chose de très important, ça c'est un point de vue tout à fait personnel, par rapport à ce patrimoine qui valorise quand même la femme et qui donne aussi une idée des valeurs africaines qui ont été malheureusement mal interprétées par l'Occident, qui a voulu voir sa propre projection, son propre jugement culturel, son éthonocentrisme en quelque sorte, par rapport à ces pratiques rituelles et culturelles des Africains, et en particulier des Yoruba, et puisque nous sommes au Bénin, des Yoruba-Nago. Vous venez donc de toucher à un point qui est important. Il s'agit du rôle de la femme dans ce patrimoine. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus concrètement quel rôle la femme joue dans le Gelede? La femme a un rôle très important, parce que si vous vous référez à l'Odou, par exemple, d'Ossa Menchi, on vous dit que Oromila a donné, évidemment c'est mystique, hein, a créé la terre et a envoyé 3 orishas, un orisha femme et 2 orishas hommes. Les 2 orishas, c'est Ogu, Mal Ogu, et Obatala. Obatala, celui qu'on appelle le divin potier, c'est-à-dire celui qui façonne les êtres. Et Gu, vous savez, c'est celui qui ouvre le chemin et qui a une sorte de pouvoir sur le métal qui est très important dans des sociétés agraires où on produit grâce au métal. Et la femme, c'était Odou. Et Odou, on lui a rien donné. Et alors elle a demandé à Oromila, mais pourquoi moi je n'ai rien? Et il lui a dit, mais toi tu as tout. Je te donne, tu seras la mère de ces 2 orishas. Et c'est toi qui soutiendras physiquement la terre. Et tu auras un tel pouvoir, un tel achet, que tu pourras punir ou bénir ceux qui te respecteront, et par extension ceux qui respecteront les lois divines du monde. Et donc si l'on s'en tient à cet Odou, elle a un pouvoir divin, un pouvoir ambivalent, un pouvoir de vie et de mort. Souvent, malheureusement, elle est vécue, elle est vue. Perçue aussi. Oui, on dit adjé, on dit sorcière, parce que c'est ce pouvoir de négation, ce pouvoir de destruction, mais qui ne va pas seul. C'est aussi un pouvoir de fertilité, un pouvoir de fécondation, un pouvoir de bénédiction. Donc elle possède, je ne dirais pas une arme, mais elle possède en elle-même ce pouvoir. Est-ce qu'il existe au Bénin une politique nationale de conservation du genre oral Gelede? Le genre oral Gelede a été porté par une association de la société civile qui s'appelle Association internationale genre oral Gelede, qui a travaillé, donc qui a fait le dossier, qui l'a porté à l'inscription. Mais évidemment, c'est le Bénin en tant qu'État, associé au Nigeria, associé au Togo, qui ont fait inscrire ce patrimoine sur la liste du patrimoine oral. Lorsque nous avons fait l'inscription, il était dit qu'il y aurait une politique de protection et de conservation. Comme vous savez, c'est des traditions qui connaissent des déperditions, au niveau des technologies, au niveau des rituels, et puis l'impact aussi des situations économiques font que les communautés n'arrivent plus à les organiser avec autant d'importance qu'autrefois. Et nous avons élaboré un plan sur 10 ans. Ce plan comportait évidemment l'organisation de festivals qui existent dans la tradition, c'est ce qu'on appelle les Odou. Tous les 2 ans, il doit y avoir des festivals qui permettent aux différents groupes qu'on appelle les Egbe de venir, pas de compétir, mais de donner leurs prestations, de montrer un peu leur façon de faire, leurs innovations, parce qu'il y a des innovations aussi, qui comportent aussi, on avait prévu des ateliers de renforcement
au niveau des technologies traditionnelles. Nous avons organisé au Bénin 3 ateliers, l'un à Kétou sur la sculpture, auquel ont participé le Togo, le Bénin et le Nigeria, un sur les rituels à Savay, qui a connu la même procédure de participation, et un à Kilibo sur les technologies de fabrication des costumes et du tissage, des tissages qui sont un peu particuliers. C'est très important parce que à un moment donné, on allait au Nigeria, les communautés allaient au Nigeria pour commander ce type de costume. Maintenant, on sait qu'à Kilibo, à Savay et à Kétou, il y a des gens qui sont formés, qui sont capables de produire pour leur communauté. Bon. Il y a eu aussi des actions de sensibilisation et on a même créé une charte de protection du Guélédé. Évidemment, l'UNESCO nous a soutenus par les fonds mis en dépôt par le Japon. C'était une somme assez importante et on a eu pendant 2 ans une certaine mise en œuvre. Le Bénin devait prendre le relais non pas simplement en fournissant des cadres qui appuient, qui accompagnent ce type d'action, mais aussi en termes d'investissement, en termes de continuation et de pérennisation, surtout au niveau des technologies et des festivals. Bon, on a eu 2 festivals qui ont été financés par le ministère de la Culture de l'époque, par ce qu'on appelle le Fonds d'aide à la culture, qui a apporté sa contribution. Nous avons fait appel aux mécénats et aux sponsors nationaux. Et puis après, on n'a plus rien eu. Étant entendu qu'il y avait, semble-t-il, des restrictions budgétaires qui ont fait que, donc depuis, je dirais, depuis 7 ou 8 ans, le Guélédé n'a pas eu de réel appui. Ce qui est bien, c'est que les communautés ont commencé à s'organiser elles-mêmes. Bon, il y a un risque de folklorisation parce qu'elles donnent des prestations. Ce qu'on voudrait beaucoup éviter, c'est-à-dire qu'il faut faire le distinguo entre les compagnies artistiques qui dansent le Guélédé, qui est artistique, c'est bien, il inspire les jeunes artistes, les jeunes chorégraphes, et il y a les traditionnels qui, eux, font leur rituel et dansent le Guélédé dans la pure continuité de la tradition. Bon, pour des raisons économiques toujours, donc ces gens-là, évidemment, ce sont des cultivateurs, mais ils ont besoin d'avoir un appui, sont tentés de donner souvent dans la folklorisation, en donnant des petites représentations qui leur permettent d'avoir des revenus. Alors que si le gouvernement, à travers le ministère de la Culture, s'impliquait, on pourrait trouver une petite subvention annuelle et on pourrait peut-être pas aider toutes les communautés, mais aider progressivement à les encourager à préserver d'abord leur patrimoine, à éviter la folklorisation et aussi à former des jeunes pour pérenniser ce patrimoine au niveau des technologies, au niveau des rituels, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'artisanat qui est associé à la pratique du Guélédé, les différents métiers qui évoluent autour de la pratique du Guélédé? Il y en a beaucoup. Nous ne les appelons pas artisanat. Bon, déjà, la notion d'artisanat est un regard extérieur. Nous parlons plutôt de technologie traditionnelle liée à la pratique et à la production du Guélédé. Il y a d'abord, puisque tout le monde voit des masques, il y a la sculpture. Il y a la formation. Mais la sculpture n'est pas simplement artistique, comme elle se pratique maintenant en ville ou par des artistes. Elle est initiatique. Avant de sculpter un masque Guélédé, tu es d'abord dans la société Guélédé, tu suis une certaine formation, une certaine initiation, et après, tu as un maître ou plusieurs maîtres qui te forment, et après, tu es apte à répondre à la demande de ta communauté. Il y a ce que j'appelle les forgerons et les ferronniers qui font les hikus, ces anneaux de pied avec lesquels ils dansent et ils rythment, et qui donnent la rythmique par rapport à la liaison terre-danse. Il y a les tissages. Si vous avez remarqué, sur les masques, on les voit partout, mais aussi, il y a le guélé, c'est ce fameux foulard que bon, évidemment, les femmes Yoruba, c'est un foulard traditionnel que la femme Yoruba porte avec beaucoup de coquetterie, qu'elle change. Mais c'est une symbolique très profonde parce que le guélé est très important pour le Guélédé. C'est d'abord un attribut de femme, un attribut de féminité
Et avec la bande qui est avec laquelle on attrape l'oja, qui est la bande avec laquelle on attrape le bébé, ces deux symboles, c'est des symboles de fertilité, de fécondité et de féminité. Une femme qui a un oja, ça veut dire que c'est une femme fertile, c'est une femme qui accroît sa communauté et qui fait des bébés. Et donc, la production en termes de tissage est très importante, en plus des pagnes qu'elle porte, etc. Puisque les pagnes aussi sont importants. Il y a les rituels qui sont un apprentissage de très, c'est un peu une école. Vous apprenez pendant plus de 20 ans à composer, à chanter et surtout à porter une histoire, à porter des mythes, puisque c'est lié, je vous ai dit, au Fa. On ne se lève pas un beau matin et on devient un babalao. On met des années avant de l'être et de connaître et de maîtriser ces rituels. Il y a aussi la musique, il y a la chorégraphie, ça ne s'invente pas, c'est donc tout un apprentissage, mais toujours apprentissage à la fois initiatique et à la fois artistique. Donc il porte à la fois une tradition artistique, mais il perpétue, il pérennise une tradition mystique, une tradition culturelle plus profonde. Donc tous ces métiers, et il y en a d'autres, hein. Par exemple ceux qui faisaient autrefois, on mettait des peintures qui étaient naturelles, avec les éléments qu'on trouvait dans le milieu, avec des écorces d'arbres, des écorces de feuilles, avec des minéraux, etc. On continue un peu à le faire, mais aujourd'hui, par exemple, on sait que depuis, ça fait plus de 30 ou 40 ans, on a toutes les peintures chimiques, etc. Donc ça aussi, à ce niveau-là, il y a beaucoup de déperdition. Les gens d'abord ne le pratiquent plus bien et ne le maîtrisent pas autant. Donc tout ça, c'est des apprentissages, c'est des productions qui sont concurrencées aussi par, il faut le dire, par tout ce qui est importation, par tout ce qui s'ajoute comme modernisation. Mais le Guélédé s'adapte. Il s'adapte. Si vous voyez aujourd'hui des masques superbement colorés, ils sont faits avec différents types, différents types de peinture. Mais on voudrait quand même conserver un minimum de savoir-faire, de savoir-être traditionnel. Au moins les meilleurs qu'ils soient gardés. Et ça demande du temps, ça demande des formations et ça demande aussi des appuis. La communauté elle-même, à part les gens des communautés directes des villages qui s'impliquent avec la modicité de leurs moyens, mais ils donnent, ils font ce qu'ils peuvent. Il n'y a pas une impulsion qui est donnée pour garder ce patrimoine. On parlait des masques. On sait qu'il y a plusieurs types de masques Guélédé qui sont presque récurrents dans un certain nombre de gestes au niveau des détenteurs. Quel est celui qui vous inspire le plus? Il y a deux fondamentaux. Hein. Je n'entrerai pas dans les détails parce que maintenant les sorties de masques, malheureusement, se simplifient. Parce que sortir beaucoup de masques, ça demande des moyens, ça demande de l'argent. Autrefois, on s'organisait et on faisait sculpter et habiller à chaque événement de nouveaux masques. Maintenant, les conditions, malheureusement, économiques des communautés s'affaiblissent et ils sont obligés de réutiliser les masques et les costumes. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est un peu changer les couleurs et modifier légèrement les costumes. Mais ça, c'est lié aussi, malheureusement, je reviens là-dessus, à des conditions de vie. Bon, il y a des masques qui ne sortent plus, qui ont disparu. Par exemple, quand je prends le cas que je connais très bien à Savet, autrefois, il y avait celui qu'on appelait le balayeur, qui sortait, qui est habillé de feuilles de bananier, qui balaye. Mais qui balaye, comme ils disent eux-mêmes, mystiquement. C'est-à-dire tous les mauvais esprits, c'est une purification. Ce n'est pas un balayage simplement physique, mais c'est un balayage mystique. Parce qu'ils disent que quand on danse le Guélédé, tout le monde arrive.
Tous les esprits invisibles comme visibles sont là. Les bons orishas sont là. Les mauvais esprits sont là. Donc il faut purifier pour avoir la bénédiction des mères. Alors ce masque a disparu. On sort aujourd'hui les petits masques. Ce qu'on appelle les petits masques, ce sont les jeunes. Ça continue quand même à se transmettre. Ce sont des jeunes qu'on commence à former à partir de l'âge de 12 ans. On leur apprend les pas, on leur apprend à danser, on leur apprend à chanter et on leur taille, on produit pour eux des masques pas très lourds et qui vont par paire. Et on les exhibe, ces jeunes, c'est un peu comme dans les clubs de football, hein. Excusez-moi, on montre la capacité, la qualité des jeunes qui sont prometteurs pour le groupe et qui commencent à avoir des prestations assez remarquées et la communauté donc apprécie ces jeunes-là. Donc il y a le balayeur qui a disparu, le porteur de feu à Pana qui aussi apporte cette énergie spirituelle aussi a disparu. Ils ont gardé 2 masques principaux. C'est celui de Tétédé et celui de Oroefe. Tétédé, c'est la femme, mais c'est toujours des hommes qui dansent. C'est la femme en tant que principe féminin. Et Oroefe, c'est le principe masculin. Là, il faut retourner, si vous voulez, un peu à la philosophie des Yoruba, qui pense que, et comme dans beaucoup de cultures, qu'il y a toujours cette complémentarité entre ces 2 pôles, masculin, féminin, homme, femme. Et ces 2 pôles, donc, c'est eux qui font la force, qui font la fécondité, qui font la richesse d'une communauté. Donc, ces 2 masques sortent toujours. Il y a Tétédé qui commence à sortir, on chante pour elle, elle danse, et à ce moment-là, elle appelle le masque masculin, qui est Oroefe. Bon. Quand on a discuté à un moment donné, ils ont remis un masque, ils ont réintroduit un masque qui existait avant, qui s'appelle Arugba. Arugba, c'est une jeune fille, qui est préparée, et même très bien préparée, trop préparée, et qui porte une calebasse sur la tête. La calebasse, c'est l'emblème, c'est la chair des mères. Autrefois, on éteignait les feux et la mère faisait un tour au milieu de l'aire de danse avant de se retirer. Elle venait elle-même, elle bénissait, elle s'en allait. Maintenant, on sort cette porteuse de calebasse, qui est en général une jeune vierge, qui porte cette calebasse comme si c'était la mère qui venait elle-même purifier. Voilà. Mais les 2 masques, Tétédé et Oroefe, ou Efe simplement appelé Efe chez les autres, vous les retrouvez partout. Vous les retrouvez au Togo, vous les retrouvez au Nigeria, dans toutes les communautés, et vous les retrouvez à Save, à Banté, à Kilibo, vous trouvez aussi à Ketu, etc. Donc il y a des masques qui sont très importants, qui doivent sortir parce qu'ils constituent l'essence même de ce patrimoine, mais il y a d'autres qui ont soit disparu par méconnaissance, peut-être par négligence, je n'ose pas dire ça, ou peut-être aussi parce que les moyens ne permettent plus de vraiment remonter un grand Guélédé, une grande manifestation de Guélédé. Mais quel est celui qui vous passionne le plus personnellement? De toute façon, c'est Oroefe. Les Savéens disent Oroefe, les autres disent Efe. Oroefe est un peu ce qu'on appelle la voix de la communauté. Il est très intéressant dans le sens... c'est un masque qui est très impressionnant. On choisit toujours des danseurs de très grande taille. Le masque lui-même peut atteindre 1 mètre. Il est lourdement habillé. Et il apprend à danser avec beaucoup d'élégance, de prestance. Mais ce qui est intéressant, c'est la parole qu'il diffuse. C'est la voix de la communauté. D'abord, il rapporte les faits de la communauté. Et lui aussi, il a un contre-pouvoir à sa manière. Et il critique. Oroefe peut critiquer les notables, peut critiquer le roi, peut critiquer n'importe quel individu dans la société. C'est un peu, entre guillemets, la démocratie. Un peu le chroniqueur. À l'intérieur de ce patrimoine. Il a cette liberté de parole. Évidemment, il a aussi un florilège, il chante beaucoup.
Et c'est lui qui porte en réalité la tradition orale, la tradition, je dirais même littéraire de ce patrimoine. Est-ce que vous avez quelques références bibliographiques à communiquer à nos téléspectateurs, des livres à lire absolument pour mieux appréhender ce patrimoine qui finalement appartient à tous les Béninois? En termes d'ouvrages, le Guélédé, c'est bizarre, il n'a pas eu beaucoup de personnes qui ont écrit sur lui, le Guélédé. Oui. C'est un genre qui a été un peu, bien qu'il soit important, un peu minoritaire. Les chercheurs ont beaucoup plus travaillé sur la société yoruba, sur les orishas, sur les cultures, etc. Bon, très peu. Mais moi, je conseillerais, il y a beaucoup de nos amis nigérians qui ont beaucoup écrit. Et l'un des livres les plus importants, malheureusement, il ne se trouve pas disponible pour les francophones, c'est celui de Babatunde qui a été publié en 1988, qui continue à être republié. Il avait été publié par l'Université d'Indiana, où il enseignait, et où il enseigne en Floride, d'ailleurs il continue, qui s'appelle The Guélédé Spectacle, Art, Gender and Social Harmony in African Culture. Il a été publié en 1996 aussi. Bon, il y avait un Béninois qui travaillait là-dessus, sur sa traduction. Malheureusement, il nous a quittés. C'est M. Olabi Yahi, qui avait travaillé, qui avait commencé pendant 2 ans à traduire, parce que c'est vraiment une encyclopédie. Bon, il y en a d'autres. Hein. Il y a Bernols qui a écrit, mais il y a longtemps, en 1973, Notes sur les masques de la société Guélédé de Save. Là, il y a Bayer qui a écrit aussi sur Guélédé Masks dans des revues. On trouve beaucoup d'articles dans une revue américaine qui s'appelle African Arts, dans les années 70, dans les années 80 et même récemment. Il y a même une thèse qui a été écrite en Yoruba par un Nigérian, un Yoruba, oui, qui s'appelle Fayomi, qui a été écrite en 1982. Alors, il l'a écrite au niveau du département de African Language à Ile-Ife, à l'université Obafemi, là, à Ile-Ife, qui s'appelle Guélédé ni Ilu Imeko Egbado Ketu. Donc, il remonte de Imeko Egbado et il remonte jusqu'à Ketu. Il y a Pierre Verger qui, lui, a écrit un article sur en français cette fois-ci, mais c'est vieux, c'est en 1965, Grandeur et décadence du culte des Iami Oshoronga. Je ne traduis pas. C'est écrit dans le journal des africanistes. Mais je pense que quand on est habitué à lire beaucoup sur l'histoire, sur les traditions, les valeurs et la culture yoruba, on trouve comme ça dans beaucoup de livres des références ou des passages sur le Guélédé. Mais le seul plus important reste celui de M. Babatunde qui, il faut le reconnaître, a fait un travail de fond. Bon, au niveau des films, j'ai fouillé finalement, je me suis souvenu qu'il y avait eu un film en 1968 qui a été fait par Speed, qui a été fait à l'université toujours d'Ile-Ife. Ils ont un petit musée à l'université d'Ile-Ife où ils exposent d'ailleurs des masques Guélédé et ils exposent d'autres objets de la culture yoruba qui s'appelle Guélédé Yoruba Masquerade. Et récemment, il y a donc monsieur Noyale Cyril qui a commencé en 2012 et qui est en train de finaliser maintenant sur une fiction et puis une interview sur ce qu'il a appelé pour le moment Parole de femme, qu'il a tourné à Sagon, à Savé et à Covey. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève cet entretien. Nous remercions chaleureusement Mme Rachida de Souza pour toutes les informations qu'elle a partagées avec nous sur le genre oral Guélédé. Cette émission se poursuit. Chers téléspectateurs, nous passons maintenant à votre rubrique Curiosité culturelle. Alors Noélie, tu nous disais plutôt que tu allais nous raconter l'histoire de la création de l'UNESCO, n'est-ce pas? Oui, je voudrais d'abord prévenir nos téléspectateurs que cette fois-ci, nous n'allons pas présenter un livre
dans cette rubrique, une fois n'est pas coutume, nous allons raconter la grande histoire de la création de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, qui milite depuis 1942 pour que l'humanité se souvienne de sa mémoire. Alors, dans quel contexte est-ce que l'UNESCO a-t-il été créé? Alors, nous sommes en 1942, nous sommes donc en pleine Deuxième Guerre mondiale. Les gouvernements des pays alliés, donc principalement la France et la Grande-Bretagne, se rencontrent à Londres. Déjà, à cette époque, ils réfléchissent à une stratégie qui puisse permettre de consolider la paix une fois qu'elle aura été retrouvée et empêcher l'humanité de sombrer dans un troisième conflit mondial. D'accord. Donc, ils décident donc de mettre en place une entité qui va favoriser le dialogue, la compréhension entre les peuples, c'est bien ça? Oui, effectivement, l'ONU, qui a été créée après la Première Guerre mondiale de 14-18, s'empare très tôt de ce projet. Donc, la deuxième réunion de cette entité se tient sous l'égide des Nations Unies avec plus de 19 pays qui décident ensemble de mettre en place une unité de consolidation de la paix. L'idée, c'est d'empêcher l'humanité de sombrer dans la folie d'une troisième guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qu'ils définissent ensemble, tous ces pays? Alors, la philosophie de cette organisation, l'UNESCO, donc, c'est d'établir une nouvelle façon de collaborer entre les hommes, de telle sorte que la culture, le patrimoine et l'histoire de chaque peuple soient respectés au même titre, ce qui permettra à tous les hommes de la Terre de se sentir égaux. Et donc, quels sont les outils que l'UNESCO met à la disposition des différentes populations? Alors, l'UNESCO met en place plusieurs mécanismes, notamment les fonds de l'UNESCO. Donc, nous avons un fonds spécialement dédié aux populations autochtones. Nous avons le Fonds pour la diversité culturelle. Nous avons le Fonds international pour la promotion de la culture, qui sont autant de lignes budgétaires qui sont mises directement à la disposition des communautés qui doivent postuler en déposant des dossiers pour permettre de sauvegarder un patrimoine qui leur est indispensable ou qui participe activement au développement durable. Donc, c'est pour sauvegarder des patrimoines qui sont parfois malheureusement détruits à cause de guerres, comme on peut voir en Afghanistan, en Iran, etc. Oui, effectivement, l'UNESCO rencontre de nombreuses difficultés dans l'atteinte de ses objectifs. Nous avons vu notamment au Mali, dans une actualité récente, comment un patrimoine historique de Gao a été détruit par les rebelles. Nous avons vu aussi en Irak comment des statues et des œuvres d'art vieilles de plusieurs millénaires ont été détruites, parce que l'UNESCO n'a pas une armée qui lui permette de préserver les espaces qu'elle déclare participant activement à la richesse de l'humanité. Cependant, il faut noter que plusieurs pays africains ont vu des patrimoines inscrits sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité, ce qui fait que ces espaces-là sont protégés de la modernisation et autres. Comme par exemple le Guélédé, comme nous venons... Comme le Guélédé, comme l'île de Gorée au Sénégal, qui est très connue, et comme la réserve de Oualatan en Mauritanie, qui sont autant d'espaces que l'UNESCO préserve de toute destruction. Merci beaucoup, Noélie, de nous avoir brossé le portrait de la création de l'UNESCO. Je voudrais juste ajouter que vous pouvez en savoir plus sur l'UNESCO, ses fonds et ses mécanismes de financement en visitant le site internet de l'UNESCO, www.unesco.org. Chers téléspectateurs, nous voilà à la fin de notre émission, mais n'oubliez pas que vous pouvez visiter notre page Facebook, facebook.com/maryhonto, ou le site internet www.peuplenoir.org, peuple et noir au pluriel, ou... Vous pouvez nous appeler au numéro de téléphone 62 06 70 69, 62 06 70 69. Nos équipes techniques viendront voir votre patrimoine exceptionnel. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, et j'espère à très bientôt pour de nouvelles escapades culturelles. Bonsoir.